Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagneux TV depuis Méribel, où nous nous sommes quelque peu mis à l'abri. Il y a un peu de neige, un peu de pluie. Et d'ici quelques instants, nous serons encore plus au chaud avec nos invités. Tout d'abord, Emmanuel Piéguet, il organise les Corporate Games. Cela se passe à Anne-Sylvieux au tout début du mois de juillet, des compétitions inter-entreprises. Et puis nous parlerons ensuite Freeski et Freeride avec Gaylord Prederiti qui organise différents événements. Et également Sylvain Emos qui lui a écrit un mémoire sur la pratique de ce sport de glisse qui est né dans les années 1990. On en saura beaucoup plus avec lui d'ici quelques instants. Ça se passe au poste de secours et c'est à Méribel. Nous voici au poste de secours à Méribel, un bar incontournable et on a choisi notre heure, il n'y a pratiquement personne, on est tranquille. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Emmanuel Piéguet. Je suis ravi de vous rencontrer Emmanuel. Bonjour Stéphane. Co-créateur, co-organisateur d'un événement qui se déroulera au début du mois de juillet sur Anne-Sylvieux, qui s'appelle les Corporate Games, c'est cela? C'est ça. Vous dirigez une agence qui s'appelle QYD Consulting. Tout à fait. Alors racontez-moi un peu la genèse de cette histoire, d'où vous est venue l'idée? Les Corporate Games, je dirais que les hasards de la vie font qu'on les a croisés. Oui. On a regardé un petit peu le concept et très rapidement avec mon associé Jean-Christophe Faudis qui dirige la société Caméléon, Oui. on a regardé un petit peu cet événement et puis ça faisait un petit peu la synthèse de ce qu'on adore, c'est-à-dire la passion pour le sport et l'esprit d'entreprendre. Donc les Corporate Games, c'est du sport pour les entreprises. Donc comment en fait on amène les entreprises à faire indirectement du business ensemble tout en faisant du sport. Donc tout naturellement, on s'est dit bon ben voilà, même si c'est un petit peu période de crise en ce moment, c'est pas grave, on y va, on fonce, on investit et on part dans ce challenge de créer ensemble un nouvel événement sur Annecy, sur Anne-Sylvieux, sur le bassin. C'est surtout l'occasion, à travers un événement, de permettre aux entreprises du bassin annécien de se rencontrer, ce qui n'est pas forcément le cas à d'autres occasions de l'année. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, là, on va avoir des sociétés qui vont venir des pays de Savoie, de toute la région Rhône-Alpes et quelques-unes du reste de la France. Et puis l'occasion, c'est de dire comment vous faites en fait de la rencontre ensemble dans un contexte convivial, en faisant du sport au bord du lac et sous le soleil, si tout se passe bien. Et alors, ces Corporate Games voyagent à travers et la France et le monde même, il y en a un peu partout? Alors les Corporate Games, le concept, ça va faire 25 ans que ça existe. D'accord. Et l'idée, c'est un pays par an avec une seule ville dans le pays, mais plusieurs pays au même moment. D'accord. Donc si on regarde ça, l'année dernière, en 2012, il y a eu 19 compétitions qui se sont déroulées. On a eu Istanbul, on a eu Abu Dhabi, on a eu Preston, on a eu Melbourne. Et en France, ça s'était tenu une seule fois, en 1991, à Lille, et depuis, plus rien. Et donc voilà, 2013, 5 au 7 juillet, on repart avec une édition française, Anne-Sylvieux. Il était temps que ça revienne alors hein. Il était temps que ça revienne. Pourquoi avoir choisi Anne-Sylvieux? Alors on est en Sylvien. Moi, mes arrière-grands-parents sont d'Annecy. Nos deux sociétés sont basées sur la commune d'Anne-Sylvieux. Et puis, on a un terrain de jeu qui est exceptionnel pour faire du sport, que ce soit entre lac et montagne. Et on a eu... Faut pas trop le dire que c'est joli Annecy, parce qu'autrement, tout le monde va venir. Non, c'est vrai. Alors, bon, disons qu'Annecy n'est vraiment pas jolie. C'est une destination, il faut absolument pas venir. Non, ce qui est en plus très très sympa, c'est qu'on a eu un très très fort soutien de la mairie d'Anne-Sylvieux, qui tout de suite a dit on vous suit, qui ont mis les moyens humains de nous accompagner, mis à disposition d'un certain nombre de terrains sportifs. Et puis les infrastructures, c'est exactement ce que vous alliez dire. Exactement. Le terrain de jeu est exceptionnel, mais il faut aussi trouver des terrains, parce que dans les différentes disciplines que devront pratiquer effectivement les compétiteurs, il y a quoi exactement? Alors, cette année, on est parti sur 12 sports. Oui. On a du foot 6, rugby touch, handball sur herbe, du cross, du trail, du VTT cross-country, on va être sur de la natation longue distance, il y a du golf aussi, j'ai vu ça. Du golf à Tanoir, et on aura du bowling au bowl, endroit bien connu sur Annecy. Et puis on a aussi de la pétanque pour ceux qui sont moins enclins au niveau cardiaque à courir dans la montagne, pour aller faire quelque chose de plus sympa. Vous savez qu'à Annecy, il y a le lac, donc on peut faire de la natation aussi. Natation longue distance, c'est une des épreuves? Natation longue distance, c'est une des épreuves. On a 1000 mètres. D'accord. Ah oui, c'est pratiquement la traversée du lac. Alors on fait un petit tour en termes de sécurité, on les fait tourner sur eux-mêmes et on revient au point de départ. Vous avez réussi à fédérer combien d'entreprises dans le cadre de cette opération du mois de juillet? Alors là, à 4 mois de l'événement, on est à peu près à une quarantaine d'entreprises confirmées qui sont en train d'inscrire leurs équipes. Oui. On aimerait bien atteindre à peu près 70 sociétés et donc dépasser 1 millier de participants pour une première édition, sachant qu'on est
pour 3 ans sur Anne-Sylvieux, au minimum, et que sur les années futures, on voudrait faire encore plus et dépasser les 2000 participants pour les prochaines éditions. Est-ce qu'on parle de parité dans ces compétitions? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes à y participer? Alors c'est ouvert à tout le monde et on espère qu'il y aura un maximum de parité. Et après au niveau des entreprises, là, sur celles qu'on rencontre, on se rend compte que tant les hommes que les femmes sont intéressés. Après la réelle parité, on en parlera le 7 juillet et on pourra donner des statistiques. Voilà. Alors parmi les disciplines, vous évoquiez tout à l'heure le rugby touch. Oui. Alors c'est une règle un peu particulière en matière de rugby, ça consiste en quoi exactement? Alors, le rugby touch, c'est une règle où dès l'instant où on touche l'adversaire, on s'arrête. Donc je dirais que c'est du rugby plus cool, de manière à ce que tout le monde puisse le participer et rentre chez soi sans avoir trop mal au travail le lendemain matin. C'est un rugby sans contact? C'est un rugby sans contact. C'est donc pas du rugby. Les puristes jugeront. Quand on en parle avec le club de rugby ancilien, si c'est bien du rugby, avec des règles un peu différentes, mais il y a vraiment le même état d'esprit et c'est très très ludique, donc à découvrir sans modération. D'accord. J'imagine que vous conservez les équipes pendant ces 2 jours de compétition en permanence. Il y a quoi? Il y a un hébergement qui est prévu pour cela, pour qu'ils puissent être ensemble le soir aussi? Alors, effectivement, les équipes qui sont anciliennes rentrent dormir chez elles. Les équipes qui viennent de l'extérieur, on avait réservé un certain nombre de chambres sur le bassin, donc elles peuvent venir dormir sur place sans problème. Et puis de manière à créer plus de convivialité et que ça soit bien fun tout le week-end, on a prévu une soirée musicale au Petit Port le vendredi soir. Et puis après, le samedi, après le défilé des athlètes qui vont partir du Petit Port jusqu'à la plage de l'Impérial, et là on aura une soirée privative au Moon, avec musique, cocktail dînatoire et ambiance sympa pour que tout le monde en profite, avec modération, pour que le lendemain sur les compétitions, tout le monde soit en forme. S'ils ne veulent pas avoir de crampes, effectivement, il faut y aller avec modération. Quelle est la ville qui a accueilli le plus grand nombre de participants depuis les 25 ans de création de ces événements? De mémoire, Melbourne, 12 000 participants. Ah oui, quand même. C'était en quelle année, ça? Je ne me souviens plus. D'accord. Et alors, vous le disiez, l'objectif, c'est de permettre justement à ces entreprises de se rencontrer. Est-ce que vous avez été témoin ou est-ce que vous avez eu des informations comme quoi, effectivement, des partenariats ont été mis en place par la suite? Alors, quand on regarde au niveau d'autres éditions, donc là, on a été en Angleterre au mois de juillet dernier avec Jean-Christophe Audis, mon associé, pour voir les jeux sur place. Et on se rend compte que les entreprises, elles échangent un maximum entre elles. Il y a 4500 participants. Sur Abu Dhabi, dernièrement, il y a eu les Jeux au mois de novembre dernier. Et là, c'est pareil, ça crée du lien. Et on voit les gens, je dirais, de tout niveau social, de toutes conditions, de tous horizons, qui échangent entre eux. Et on a vraiment ce lien du sport comme vecteur universel pour lier les gens. Donc, c'est assez exceptionnel. Est-ce que le super corporate game, c'est déjà dans votre esprit? C'est à un moment donné regrouper les finalistes ou les gagnants des différentes compétitions des dernières années pour en faire vraiment un événement international? Alors, il y a des World Corporate Games qui sont organisés, et là qui sont organisés par les détenteurs de la fédération, enfin par les détenteurs marketing internationaux des Corporate Games. Donc là, ce n'est pas de notre sort. Alors, est-ce qu'un jour on les accueillera en France? Nous, on sera bien sûr enclin, mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant, et ça ne nous incombe pas en tant que tel. Il y a un site internet sur lequel on peut consulter effectivement toute l'organisation et la façon de faire, le calendrier des différentes épreuves. Exactement. Donc là, le plus simple, c'est de passer par le site ancilien qui est corporate-games.fr. Et puis là, vous découvrez toutes les informations et on peut remonter sur tout l'historique, toutes les autres compétitions qui sont organisées partout sur la planète. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'au total, il y a eu 53 villes dans le monde entier qui ont accueilli les Corporate Games pour un peu plus d'1 million de participants et 18 000 sociétés. Donc c'est vraiment, je dirais, le plus gros challenge multisport inter-entreprise au monde. D'accord, et puis il faut effectivement qu'il y ait un public pour les encourager en permanence. Exactement. Et donc là, c'est un week-end, premier week-end des vacances, au bord du lac d'Annecy. Donc on est à peu près sûr qu'il y aura énormément de public de présents et que les gens viendront sur le village sponsor, qui est juste au bord du lac, pour profiter des compétitions, encourager les équipes et voir qui va gagner. Bon, alors pour le cadre, on vous le garantit, ce sera exceptionnel. Pour la météo, on est un peu plus mitigé, je ne peux rien vous dire pour l'instant. Mais j'espère que ça ira bien. Nous, on a pris des options pour que tout se passe bien et qu'on ait un super soleil. Donc on a plus de garanties là-dessus. Merci en tout cas d'être venu nous parler effectivement de cet événement. On retient la date du 5 au 7 juillet. Anne-Sylvieux, vous notez bien. D'ici quelques instants, on va parler freeride, free-ski avec 2 autres invités, Gaylord Prételtier et Sylvain Lemose. On va complètement changer de domaine. Vous restez avec nous s'il vous plaît sur Montagne TV.
Nous voici de retour au poste de secours à Méribel et je dois dire que le bar s'est rempli. Nous avions tout à l'heure un invité, nous en avons deux maintenant. Mesdames, Messieurs, Sylvain et Maud. Je suis ravi de vous rencontrer, Sylvain. Bonjour. Et puis Gaylord Pedretti. Alors je vous connais un petit peu tous les deux les garçons parce que je sais que vous êtes vraiment maintenant très ancrés dans le milieu du freeride, du freestyle. Alors vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. On se dit vous, on se dit tu. On se dit tu. Tu, on peut se on va se dire tu. Dans le Vous avez freestyle, on fait se ça tutoie. Il a fait ça, ce garçon, regardez un petit peu. Et puis il n'y a pas que des pages blanches. Hein. Non, non, tout a été écrit. C'est un véritable mémoire. C'est quoi les études que tu fais exactement, Sylvain? Alors ça, c'est le mémoire de fin d'année d'études d'histoire, c'est-à-dire c'est un mémoire de Master 2. De deuxième année de Master d'histoire, donc de cinquième année d'histoire. Pourquoi avoir décidé de faire un master sur le freeride et le freeski? Parce que tu pratiques déjà? Oui, j'ai toujours été un fan de freeski, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Moi-même, je pratique un petit peu, on fait un peu de la vidéo avec des amis au sein d'un petit groupement amateur qui s'appelle le CTR Crew, avec lequel on s'amuse bien depuis longtemps. Et puis je sais que c'est aussi un sport qui n'a pas été étudié par les historiens, qui n'a pas été étudié de façon scientifique. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de débats dans ce sport et je trouvais intéressant d'aller plus profondément dans la chose. On a du bol aujourd'hui, on a l'historien effectivement Voilà. du freeride et du freeski. Ça a démarré quand exactement? C'est difficile de dire une année précise, mais on peut dire que on commence à parler de freeski, c'est-à-dire de parler le terme freeski à la fin des années 90 ou au milieu des années 90. Avec le freeride tout d'abord, les personnes qui faisaient du ski extrême, c'est-à-dire du ski hors piste, du ski de pentraide, etc. Et puis après on a commencé à parler de freeride plutôt pour parler hors piste. Puis il y a le freestyle qui est arrivé aussi, donc c'est le fait de faire des acrobaties sur les snowparks. On a le sentiment que c'est arrivé après justement avoir découvert le ski de boss notamment, ou je dirais des choses un peu plus alternatives par rapport à ce qu'on voyait, à savoir le slalom spécial, le slalom géant, des choses comme ça. Voilà, exactement. Il y a vraiment... Le freeski s'inspire beaucoup du snowboard à la base parce que le snowboard apportait quelque chose de nouveau, d'un petit peu plus frais, un peu plus jeune, un peu plus libre, une pratique qui était un peu plus ludique que celle qu'apportait le ski alpin jusqu'à présent. Et puis ça a été alimenté par le saut de boss parce que c'est vrai que toutes les premières stars du freeski, du freeride, du freestyle viennent du ski de boss. Donc on peut parler de Guérin Chichery, de Candide Tovex qui était champion de France de snowboard avant de devenir un des plus grands freeskieurs. Donc oui, c'est vrai que le freeski a vraiment justement essayé de se créer à côté du ski alpin, tout à fait. Alors, tu nous raconteras d'ici quelques instants les influences que ça peut avoir justement aujourd'hui sur le matériel, les infrastructures et puis sur les événements. Gaylord est là pour nous en parler parce que toi tu tiens une agence qui s'appelle l'Axat. Exactement. Que tu as créée il y a combien de temps? Il y a 5 ans et ça fait une dizaine d'années que je fais des événements par plaisir dans le milieu du ski et du snowboard justement. Alors pourquoi t'être plus intéressé à ces pratiques de glisse qu'à une autre? Disons que mes parents, Parce que tu pratiquais déjà? Mes parents, au lieu de me promener avec une poussette, ils me promenaient avec des skis, donc ils m'ont donné la passion du ski dès le plus jeune âge. Je suis né à Serre-Chevalier et à 2 ans, j'avais des skis au pied. Du coup, petit à petit, en fait, la passion du ski, la passion de la montagne, l'élément naturel, tout ça. Et après, compétition de ski alpin, je trouvais ça chiant. Moi, j'aimais bien jouer avec la montagne, aller dans la poudreuse quand il y avait les conditions, m'amuser avec tous les éléments, en fait. Et pas tout le temps faire la même chose. J'aime bien la liberté. C'est-à-dire qu'il y a un gros terrain de jeu et tu te dis pourquoi est-ce qu'il y a des panneaux sens interdits et que j'ai pas le droit d'aller là, quoi. Exactement. À la limite, le panneau sens interdit, je vais l'écouter, mais c'est plutôt pourquoi, là, quand il y a de la neige poudreuse, j'irai forcément faire des virages entre des piquets bleus et des piquets rouges. Donc voilà, le freeski était le terrain de jeu et l'élément d'expression que j'ai trouvé. Vu que j'étais pas un champion, je me suis dit je vais essayer d'apporter quelque chose en faisant des événements. Et le freeski, c'est donc une approche complètement différente de la montagne par rapport au ski classique, je dirais? Oui, c'est vraiment s'amuser avec l'élément de la montagne, quelles que soient les conditions en fait. Surtout que les skis maintenant ont évolué, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de neige dans la montagne, il y a de la neige en ville. Les freeskieurs s'amusent de l'élément naturel comme en skateboard dans la ville, s'amusent en haute montagne, s'amusent sur les snowparks, s'amusent sur les pistes, s'amusent en fait vraiment dans tout l'élément montagne. On voit que ça a donné un nouveau souffle au ski en fait, qui était devenu un peu pépère et du coup maintenant on peut même dire que le freeski c'est ni plus ni moins le ski moderne. J'ai l'impression qu'effectivement dans les parcs de location de ski maintenant tout ce qu'on voit c'est effectivement des skis à double spatule, tout ça c'est initié par effectivement le freeski ou le freeride, non? Oui, bien entendu, c'est vrai que même je pense qu'on commence à parler de freeski à partir du moment où les premiers skis de freestyle vont sortir à la fin des années 90, notamment par Salomon, par pas mal de marques qui ont commencé à sortir des skis qui sont bispatulés, qui sont un peu plus larges, qui profitent aussi de la révolution des skis paraboliques qui est à peu près à cette même période-là. Donc des skis qui sont plus courts, qui sont plus ludiques, qui sont plus sympas à skier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations, notamment l'élargissement des skis qui va beaucoup servir dans la poudreuse parce qu'on a plus de portance, qui va arriver petit à petit même sur les pistes, sur les gammes de skis qui vont servir aux skis de piste pour tout le monde. Donc tous les skis vont s'élargir.
la cambre inversée qui est apparue aussi au milieu des années 2000, c'est-à-dire ce ski qui va se relever progressivement à l'avant pour être plus tolérant et plus à l'aise en poudreuse, et ben, ça aussi, ça vient du freeski et ça va venir coloniser l'ensemble des gammes de ski. C'est-à-dire que pour la petit à personne petit. qui n'a pas skié pendant 10 ans et qui revient aujourd'hui en station pour faire un ski classique, je dirais, il va se retrouver avec un matériel où il aura le sentiment de ne plus savoir skier, alors que finalement, ça permet un ski beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. Hein. Ouais, clairement, c'est la direction assistée. Ouais, c'est ça. Exactement. On peut penser que c'est vrai que c'est des skis qui sont un peu différents, qui sont pas habituels, mais au contraire, une paire de skis de freestyle, c'est une super paire de skis pour un débutant ou même pour un skieur intermédiaire parce que c'est tolérant et c'est super marrant à skier. Alors, moi, je parle de la nouvelle génération. J'ai un fils de 15 ans. C'est forcément freeride. C'est vraiment ce qu'il a envie de faire et comme pratique de ski. Est-ce que pour autant, les gens de ma génération, enfin moi, c'est mon cas, j'adore faire ça, mais est-ce que les gens de 40 ans, 50 ans vont aujourd'hui vers le freeride, vers le freeski aussi un petit peu? Oui, bien sûr, les skis, le nouveau matériel se démocratise. Moi, mon père souvent me met une claque derrière la tête en disant « t'as rien inventé jeune ». Les bosses qu'on trouvait sur les pistes, on faisait des sauts, on faisait pas des grabs, on savait pas mettre un nom dessus. Mais je pense depuis longtemps, il y a des gens qui arrivent à s'amuser avec des skis dans la poudreuse, même avec les skis en bois, on arrive à trouver des archives de l'INA où on voit des personnes que j'ai même pas connues dans ma vie et qui étaient des freeskieurs en fait, sans savoir en fait. C'est ça qui est intéressant. Les meilleurs ambassadeurs pour les événements que vous créez maintenant, ce sont effectivement les adolescents. Pour les événements que vous créez maintenant, ce sont... C'est intéressant d'avoir justement des vieux, entre guillemets, qui disent que ça leur parle en fait, justement ça. Et le ski de boss, le ski de balai, il y a plein de choses. On parlait d'Edgar Groupiron et des choses comme ça. C'est des gens qui ont initié cette pratique-là, justement. Il y a même des générations encore avant, les Henri Autier, etc. C'est des références. Mais complètement, c'est des références. C'est des gens qui s'amusent avec leur ski, en fait, et qui n'ont pas cette dimension chrono, trop compétitive et trop à vouloir être le meilleur. Le but, c'est vraiment de s'amuser avant tout. Et donc, du coup, toutes les générations peuvent s'amuser avec des skis. Puis c'est encore mieux d'emmener son fils au ski et de jouer avec lui sur le terrain de jeu de la montagne. On n'a pas besoin d'être le meilleur ou de faire des sauts énormes pour faire du ski. C'est prendre du plaisir. Clairement. Le but, c'est de prendre du plaisir. Parmi les événements que tu organises, il y en a un qui s'appelle l'IF3 Europe. Alors présente-nous un petit peu cet événement. C'est quoi? C'est présentation de films, c'est également faire venir des industriels de la montagne? C'est un petit peu le festival de Cannes du ski, sans toutes les cravates et la montée des marches UP qui va avec. Mais par contre, on réunit les stars du free ski international, les marques, les producteurs de films, en fait le public, mais justement les enfants avec les parents, etc. viennent voir les nouvelles productions de films parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais par an il y a à peu près 50 films de ski qui sortent, mais des vrais films de ski avec des vraies productions et des moyens assez colossaux, hélicoptères, ils voyagent, ils montrent ce que c'est le free ski en dehors des compétitions. Et c'est intéressant, donc c'est le Festival international des films de free ski et qui a lieu à Annecy depuis le début maintenant. Alors c'est vrai que maintenant il y a plein de matériel qui s'est démocratisé, tout le monde a sa petite caméra portable fixée sur le casque, sur le côté ou parfois simplement devant avec un harnais. Est-ce que justement le développement de toutes ces images va pas créer un problème d'insécurité sur les pistes? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui voient ça en se disant « Waouh, c'est super, j'ai envie moi aussi d'aller faire mes propres images » et ils vont parfois se mettre dans des milieux peut-être considérés comme étant périlleux. Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à ça? Moi, je pense, en faisant l'événementiel, je vois à l'IF3, par exemple, les gamins dans le ciel de cinéma, ils ont envie de faire ça. Quand ils se retrouvent en haut de la montagne, ils se rendent compte que c'est déjà un peu pentu, déjà sur un télésiège, ils ont envie de peur. Donc je pense que la dimension, quand on est face au tremplin, quand on est en pleine phase de freeride, c'est dangereux, périlleux, et effectivement, on les sent les risques. Bien clairement, sûr. donc c'est vrai que qu'on appelle les kids, les enfants, ils sont là, ouais, moi je vais faire ça, je vais faire comme ça. Mais on se rend compte qu'ils passent d'étape par étape, justement. Ils vont aller d'abord sur des mini snowparks pour enfants, ils vont sauter dans ce qu'on appelle des airbags. Donc finalement, l'évolution, elle se fait assez rapidement. Moi, je viens du ski alpin, on prenait aussi pas mal de risques à skier vite en descente, mais on n'allait pas tout de suite faire comme Luc Alphand. Donc il y a une espèce d'humilité qui revient vite face à la montagne. Donc je pense qu'on ne crée pas des risques et des fous furieux. On essaye de leur montrer qu'il faut s'amuser avec des skis, ni plus ni moins. C'est ce que tu as pu constater également dans ton mémoire? Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une image, il y a un peu cette image qu'on a qui est un petit peu faussée des friskieurs, c'est-à-dire qu'ils sont un peu fous, un peu fêlés, qui décrochent le cerveau et qu'après ils sautent. Je pense que c'est pas vrai, c'est des gens qui travaillent aussi énormément, qui s'entraînent beaucoup, qui ont une vraie notion du risque, notamment des avalanches, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. Il y a du matériel qui est apparu, justement les sacs ABS, beaucoup en rapport les sacs ABS, les Arva, un sac à dos avec un ABS à l'intérieur qui se déclenche si jamais il y a quoi que ce soit. Qui permettent de minimiser les risques. Donc je pense que le risque est inhérent au ski alpin quoi qu'il arrive. Le free ski apporte peut-être quelques risques également, mais il faut pas non plus verser dans le cliché du fait que c'est bien sûr. Mais pour autant, il faudrait que tout le monde n'est pas professionnel, tout le monde n'est pas un super sportif, tout le monde n'est pas super entraîné pour faire ce que l'on voit sur les différentes images. Donc il y a un message à apporter qui est le fait de dire faut pas y aller sans casque.
c'est ça? Oui, voilà, il Ok. faut se protéger, il faut y aller par rapport à son niveau. On fait des protections maintenant qu'on appelle des protections Dorsales. dorsales parce qu'elle est sur des règles de snowpark, ça paraît simple, mais ça l'est pas. Donc l'aspect du casque, elle est par rapport à son niveau. Mais je pense que concrètement, les gens, quand ils sont face à l'élément en montagne, ils s'en rendent compte. Ceux qui regardent la Formule 1 le dimanche sur des chaînes de télé, quand ils sont en voiture, c'est à eux-mêmes de se dire qu'ils ne vont pas rouler à 250. Bien sûr. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de pointer du doigt ces skieurs qu'on donne des bons Pourvu messages. qu'on mette pas un permis à points sur les pistes. Non, quand même, hein. non, là on perdrait tous nos points, je pense, en une journée. Non, mais la génération qui arrive, quand même, elle aime bien ce côté un peu folie, renouveler et faire comme les grands, mais elles se rendent compte assez rapidement. En tout cas, moi, Non, je ce suis qu'on peut dire, souvent c'est que sur la des piste. événements comme ceux que tu organises, non seulement il y a un message de découverte Mhm. pour faire rêver les gens, puis il y a un message effectivement de sécurité en leur disant faites-le, mais dans certaines conditions, bien encadré, etc., etc. Donc c'est effectivement quelque chose où il faut absolument aller faire un petit tour si on est vraiment pratiquant ou si on s'intéresse à cette discipline. Est-ce qu'il y a possibilité de consulter ton mémoire? Est-ce qu'il est sur Internet ou pas du tout? Alors, Est-ce que tu envisages de le faire? Je vais le mettre sur une base de données de la fac d'histoire. Mais sinon, vous pourrez récupérer mes coordonnées auprès de Montagne TV. Et puis Alors je me pour moi, il ferai n'y a un pas de souci, plaisir. mais c'est pour les téléspectateurs. Pour les surtout que c'est téléspectateurs, bien intéressant. entendu, et je me ferai un plaisir de diffuser mon mémoire à ceux qui le désirent. Et je fais un appel d'ailleurs aux personnes qui voudraient faire peut-être même une thèse. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, que ce soit des économistes, des historiens, des sociologues. Il y a plein de choses à se dire sur ce sujet. Moi, j'ai fait 150 pages, mais on pourra en faire 3000, je pense. Donc n'hésitez pas, c'est un sujet extrêmement très Bah, intéressant. tu peux écrire l'été, comme ça te laisse le temps d'aller faire du ski d'hiver. Voilà, Ça, exactement. pour moi, ça. Merci Sylvain en tout cas d'avoir été avec nous. Merci également Merci. Gaylor. On va complètement changer d'univers pour s'intéresser maintenant à l'architecture en montagne. On y est tous sensibles. Il y a des stations qui font aujourd'hui partie du patrimoine, que ce soit Flaine, que ce soit Avoria, que ce soit les Arcs, ou que ce soit Megève, dans des styles complètement différents. C'est tout cela qui nous intéresse. C'est un documentaire que vous pouvez regarder actuellement sur Montagne TV. Et je vous invite à regarder quelques images. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci pour votre fidélité. Au revoir. L'architecture a une histoire, un sens, une signature. Elle réconcilie l'art et la science, le beau et l'utile. Entre rêve et réalité, elle jongle dans l'environnement montagnard avec une multitude de paramètres qui en font l'attrait si particulier. En France et en Suisse, voici quelques exemples, reflets de leur temps, qui répondent avec talent aux vocations les plus diverses. Rurale, alpine ou citadine, cette architecture ne cesse de nous surprendre tant elle est astucieuse et innovante. À l'architecte Henri-Jacques Lemesme, le village de Megève doit sa charmante identité. Exceptionnellement, Olivier Mauchamp, l'actuel propriétaire des lieux, nous ouvre les portes de sa maison-atelier pour parler de l'œuvre de Lemesme avec Mélanie Manin. Henri-Jacques Lemesme arrive à Megève en 1925. À cette époque-là, on lui confie sa toute première commande. C'est la baronne de Rothschild qui souhaite se faire construire une ferme de pays. Et donc pour cette première commande, Lemesme va esquisser en fait, l'invention d'un nouveau type d'habitat qu'il va appeler le chalet du skieur. C'est un véritable succès. Et quelques années après, donc en 1928, il choisit de s'installer à Megève et il réalise cette maison. La maison atelier n'a pas la forme d'un chalet du skieur. Elle ne peut pas puisqu'elle n'a pas le même usage. Lemesme, qui a fait ses études à Paris, aux Beaux-Arts, il arrive avec un regard d'urbain sur la montagne. Et cette maison dans laquelle il va vivre et travailler, il la conçoit comme un lieu tel qu'on le concevait dans les grandes villes au début du XXe siècle. Donc à la fois empreinte de modernité et très adapté à la montagne. Le chalet Le Cairn a été conçu au début des années 40. Il est intéressant puisqu'il reprend l'ensemble des particularités du chalet du skieur, notamment la lecture de sa façade avec une organisation en 3 couches, un soubassement en pierre de pays, donc ici le granit de Combloux, dans un socle donc, qui accueillait les espaces de service, le ski room, l'entrée du skieur. Un bel étage donc marqué par l'enduit qui accueillait donc les espaces de réception, les espaces de vie, avec de très grandes ouvertures sur le paysage. Et puis la partie supérieure recouverte de bardages bois où on trouvait les espaces de nuit et les chambres.
Le Même est un homme de culture, il est très curieux, il s'intéresse à l'art, à la littérature et bien sûr au mouvement d'avant-garde en architecture. Et on a à cette époque-là Le Corbusier qui vient de rédiger Vers une architecture et l'almanach de l'architecture moderne. Et donc Le Même va s'imprégner notamment des solutions techniques proposées par Le Corbusier pour réaliser cette maison.